bien la première fois qu'il fait des étincelles avec sa bite. Et on bandera quand on aura envie de bander. C'est drôle. Comment que tu parles comme ça, mec? Un bonhomme, substantif masculin et adjectif, selon le dictionnaire, c'est un homme bon, vertueux, d'un comportement favorable, agréable à autrui. Alors pourquoi, quand on entend Ils vont voir si je suis pas un bonhomme. on a l'impression que ça veut dire autre chose? Bonjour, c'est Victoire de la Maisonneuve et vous écoutez Bonhomme, le podcast sur les nouvelles masculinités du magazine GQ. Dans cet épisode, on reçoit Roman Fraissinet, un garçon sensible et drôle. Il en a fait son métier. Actuellement en tournée avec son one-man show Alors et toutes les semaines sur Click TV, il a quand même eu le temps de me retrouver au Serpent à Plume à Paris et je lui ai demandé sa définition à lui du bonhomme. Un bonhomme, en un seul mot, un bonhomme, je dirais qu'il est souvent utilisé, moi le plus souvent je l'utilise comme un homme viril, on dit je suis un bonhomme, tu vois. Je suis un bonhomme, ça veut dire que je suis capable d'assumer des responsabilités, je suis capable de pas me laisser marcher sur les pieds, je suis capable d'avoir un objectif, courir après, le remplir, je suis capable d'avoir sur mes épaules le bien-être et la joie d'autres personnes que moi. Je suis capable d'avoir des responsabilités. C'est ça, je pense, un bonhomme. Un homme fort, quoi. Un homme fort. Un homme, mais fort dans le sens où il est capable d'avoir des responsabilités. Qui assume. Mm. Et toi, t'es un bonhomme? C'est en travail. J'essaie de progresser à ce niveau-là. Comment on fait? On n'a pas le choix, hein, je pense. Hein. À un moment donné, les responsabilités elles viennent toutes seules et puis t'es obligé de les assumer. Hein. Donc t'as deux choix. Soit tu choisis les responsabilités qui sont plus faciles à assumer, soit tu te dis on va essayer d'être plus fort pour assumer plus de responsabilités. Et c'est qui les bonhommes de ta vie? Mon père, évidemment, hein, je pense que c'est le modèle de bonhomme que j'ai dans ma tête. Il y a mon frère aussi. Je dirais ma mère aussi, ma mère à fond. Parce qu'ils ont chacun des forces. C'est que des gens très très forts. Après, je pense que je sais pas si tout le monde dit ça de sa famille. Peut-être que c'est parce que je suis pas du tout objectif, mais j'ai l'impression d'avoir dans ma famille des gens très très forts. Pour des raisons différentes, mais ils sont tous très très forts. Et ton père, c'était quel modèle d'homme qu'il incarnait pour toi? Alors, mon père, c'était... déjà le travail. Mon père, ce serait ça. S'il y avait un mot, ce serait le travail, l'effort, la rigueur, la droiture. Il a vraiment une discipline assez folle. Il est assez discret, surtout dans ses émotions. Bon, après, c'est une génération où leur rapport aux émotions, c'est un peu compliqué. Mais en même temps, c'est quelque chose que je trouve très poétique. Mon père, il fait partie de cette génération. Enfin, il fait partie de ce genre de personnes qui disent pas. Pour eux, l'amour, c'est pas quelque chose qui se dit, c'est quelque chose qui se prouve. Toi, t'as l'impression que t'as pris ça chez lui ou t'es différent? Je pense qu'un peu, ouais, un peu. Il y a une pudeur autour des émotions, des sentiments, tout ça. Surtout dans les dévoilés. J'ai beaucoup moins de malaise à dévoiler de la fragilité que de l'affection. Pourtant, c'est ce que tu fais quand tu montes sur scène. Tu dévoiles ta fragilité. Fragilité, je trouve ça plus... Ça me dérange pas. Mais témoigner de l'affection, c'est quelque chose que j'ai plus de mal à faire. Ouais. Et c'est plus l'apanage de ta mère, l'affection, par exemple? Non, ma mère est très, très... Les deux sont chaleureux, mais mon père est quand même assez silencieux, je dirais pudique. Ma mère est plus démonstrative, ouais. Ma mère est plus exubérante aussi. Elle est plus... Elle rit fort, elle aime bien parler, genre elle parle, elle captive l'attention. Donc je pense qu'il y a... J'ai pris des deux, quoi. Mais je pense que c'est pas un hasard si je me suis retrouvé à faire ça dans la vie. J'ai pris, je pense, la rigueur de travail de mon père et la volonté de partager, de rigoler, de chiller, en fait, de ma mère. Et ton frère, c'est pareil? Mon frère, il a pris ça dans d'autres formes. Il a pris la science du mot de ma mère pour la vente. Mon frère, c'est un très bon vendeur. Mais il est dans un domaine beaucoup plus proche de celui de mon père. Il est dans l'ingénierie aéronautique. Donc il a suivi vraiment les traces professionnelles de mon père, mais il a une touche de ma mère aussi. Il est très très chaleureux. Mon frère est très très marrant, très chaleureux, très généreux, très convivial. Et quand vous étiez petits tous les deux ou ados, vous aviez des modèles, des modèles d'hommes ou des au cinéma ou des artistes qui vous inspiraient? Moi, il y en a eu beaucoup. J'ai eu beaucoup de phases. Au début, j'avais une grande phase artiste un peu torturée. Bon, après, je pense que tous les adolescents ont vécu ça, mais
une phase un peu Jim Morrison, tu vois, tous ces gars-là un peu torturés. Ça, j'ai toujours bien aimé. Serge Gainsbourg, tu vois, ce genre de personnages, j'ai toujours été un peu fasciné par eux. Parce ils ont une fragilité qu'ils arrivent même pas à cacher, en fait. Tu vois Gainsbourg, tu vois que des failles. Et pourtant, il y a une force derrière tout ça. Je trouve ça je trouve ça beau, en fait. Je trouve ça touchant. Donc, ça a été un peu ça mes modèles. Après, il y en a eu beaucoup, pour plein de raisons différentes. Par exemple, je sais pas, c'est un nom que je dis souvent, mais Zidane est un grand modèle aussi par rapport à son humilité. C'est des qualités que mon père a essayé de me transmettre beaucoup. Donc, Zidane est un bon modèle des valeurs que mon père a essayé de me transmettre. Après, il y en a beaucoup. Il y en a vraiment beaucoup. Donc, c'est des modèles qui sont encore valables pour toi aujourd'hui. Ouais, complètement. Et puis, tu réalises aussi que c'est des qualités surtout. Parce que l'humain tous les humains ont des failles, en fait. Donc, tu peux pas prendre un modèle pour tout de lui. Il y a forcément, si tu creuses, des choses avec lesquelles tu vas pas être en accord. Donc, je prends que certaines parties des gens qui m'inspirent. Donc, un bonhomme peut avoir des failles. Bon, c'est sûr. Il y a homme dedans. Donc, un homme, forcément, il a des failles. Zinedine. Pas ça. Pas du tout avec pas ça, Zinedine. Pas ça, Zinedine. Oh non. Et il y a un truc, quand un garçon grandit, en tout cas tel que je l'imagine et tel que les garçons autour de moi me racontent, c'est le corps masculin, la façon dont il évolue par rapport aux autres ou pas. C'est quoi pour toi un corps masculin typique ? Est-ce que tu as une idée là-dessus ? Le corps d'homme viril tel qu'on l'imagine Viril, il faut que ça dépend en fait. C'est étonnant, je sais pas. Parce qu'en même temps, la virilité, des fois j'ai le sentiment que ça peut être dans des attitudes, mais quand on parle de par exemple, c'est étonnant, mais les blessures, par exemple, c'est quelque chose qui a tendance à être un signe de virilité, tu vois. Souvent, on l'associe à, par exemple, des muscles. Bon, le corps viril type, ce serait grand, musclé. Il y a une pilosité aussi, souvent associée à la virilité. Et il y a quelque chose d'un peu dur. Donc, je pense que ce serait ça le corps type de l'homme viril. Après, ça devient plus subtil que ça quand on voit, par exemple, je sais pas, tu sais, il y a des mecs beaucoup plus fins ou des mecs qui sont pas forcément musclés, qui sont plus forts et qui pourtant dégagent énormément de virilité. Tu vois, qui dégagent un truc un peu confiant. Je pense que c'est niché dans l'attitude aussi beaucoup, la virilité. Et toi, tu te trouves viril physiquement ? Non, physiquement, non. Physiquement, non, pas particulièrement. Et ça m'intéresse que je t'ai entendu en parler, mais comment tu perçois ton corps ? Comment tu le percevais enfant et maintenant ? Est-ce que j'ai pas trop. En fait, moi, j'ai compris très tôt dans ma vie que mon physique allait pas être ma plus grande qualité. Pourquoi ? Parce que j'étais assez lambda, quoi. Ou alors un peu décalé. En tout cas, je savais qu'il fallait que je maîtrise l'art de parler si je voulais séduire. Parce que c'est pas sur un regard ou sur un regard peut-être plus, mais c'est pas sur un physique que j'allais séduire. Mais c'est parce qu'il y a des filles qui te l'ont fait sentir ou c'est toi ton regard sur toi ? Tu le sais, tu le vois, tu le sais. Y a pas. Moi, je pense que c'est quelque chose avec lequel il faut être assez à l'aise. Tu sais, comme dans tous les enfants, t'arrives dans un truc où il y a plein d'enfants et tu vois très bien. Il y a des gens qui sont beaux et de par leur physique, ils plaisent. Et il y a des gens qui, par leur physique, plaisent moins. Ça, c'est juste un fait. Il faut être très à l'aise avec ça. Mais moi, j'ai réalisé très tôt que c'est pas là-dessus que j'allais séduire, en fait. Mais j'avais peut-être d'autres qualités. Peut-être que c'est ça qui m'a poussé à les développer. Peut-être, mais bon, je sais que mon physique n'a jamais été. Après, je pense que c'est source d'angoisse et de questionnement pour la très grande majorité des jeunes, tu vois. Je pense que la beauté reste un miracle. Parce que la norme, c'est d'être pas très beau. Quand tu marches dans la rue, c'est beaucoup plus rare rencontrer quelqu'un de très beau que quelqu'un de lambda. Après, c'est subjectif, mais... C'est assez subjectif. Mais la beauté, dans sa définition, est quelque chose d'absolu. Ça veut dire qu'il y a quand même des beautés sur lesquelles tout le monde s'accorde. Même si on n'est pas forcément réceptif à ce type de beauté, tout le monde s'accorde pour dire que Charlize Theron est magnifique. Bon. Mais voilà, c'est ça. Donc moi, mon corps, j'ai rapidement compris que ça allait pas être puis même, c'est pas par là que je voulais plaire. C'est pour ça souvent que je pense que j'ai été inspiré par des modèles qui n'étaient pas des canons physiques. À un moment, Serge Gainsbourg m'a beaucoup inspiré pour ça. Il arrivait à être très charmant, très viril, sans être musclé ni beau. Mais il arrivait à avoir cette puissance masculine au final.
Après, musclé, c'est quelque chose qu'on peut décider, ça se travaille. Il y a plein de garçons qui décident que comme il faut être musclé, ils vont aller travailler ça, quoi. Ouais, moi, je m'en bats les... Toi, c'est l'humour que tu as travaillé. Pas que l'humour, c'est une arme, mais c'est surtout je dirais la force d'esprit. Je dirais. J'ai essayé d'être musclé dans ma tête. Être capable d'avoir des débats, avoir des qualités qui vieillissent bien. Et maintenant, tu sens que tu plais plus, maintenant que t'es humoriste, que t'es connu ou que t'as pris confiance en toi par un autre biais? Ouais, et puis aussi parce que j'ai un autre âge. Je pense que quand t'es très jeune, le physique prend une place énorme tu vois, et plus les gens évoluent et grandissent, plus ils réalisent que ils cherchent plus que ça. Alors évidemment, le physique est un facteur. Et puis, il y a des goûts ultra variés, évidemment. Des affinités, des subjectivités. Mais je pense surtout qu'en vieillissant, tu vas chercher d'autres choses qu'un physique. Je pense que être en relation avec un corps, c'est un peu creux. Enfin, avec qu'un corps, c'est un peu creux. Puis on a l'impression que c'est un peu plus facile pour vous, les hommes, d'évoluer avec un physique qui peut changer. Alors, on peut passer de moche à beau en quelques années, de repoussant à attirant, passer l'adolescence. Pour les femmes, c'est une autre paire de manches. Ouais, puis je encore, pense malheureusement. Ouais, un petit peu. Puis je pense qu'on a aussi un avantage assez considérable, c'est que je pense que les femmes sont plus facilement séduites par un esprit. Il me semble. Hein. Il me semble que les femmes peuvent être séduites par une intelligence, peuvent être séduites par un verbe, par une attitude, par quelque chose qu'on dégage, par un charisme. Je pense que malheureusement, les hommes sont globalement beaucoup plus superficiels. Mais c'est peut-être aussi, comme tu le dis, un homme c'est moche, c'est peut-être parce qu'on s'attend pas à ce qu'un homme, et on ne demande pas à un homme d'être beau, techniquement, et que du coup, on a l'impression qu'on peut le juger pour ce qu'il est. Ou... de plus en plus quand même, on attend d'un... Oui, mais enfin oui, c'est vrai. On dirait que c'est moins associé aux responsabilités d'un homme d'être beau qu'aux responsabilités d'une femme. Ça, c'est triste, c'est horrible ce qu'on a fait aux femmes. On dirait qu'elles ne peuvent exister réellement que si elles rentrent dans certains codes physiques, souvent. Enfin, dans l'esprit de certaines personnes. Et puis, en généralité, dans la société, c'est vrai que on attend d'une femme qu'elle soit belle. Alors qu'un homme peut exister avec un physique plus ingrat. Du moins, c'est plus facile pour lui. C'est vrai que c'est une injustice assez flagrante. On peut pas le nier. Est-ce que ça va évoluer? Je sais pas, peut-être. Je sais pas. La laideur associée supérieure à la beauté, c'est qu'elle dure. Tous les beaux mecs, ça devient des vieux beaux. Et moi, en vieillissant, je me fais une gueule. Et alors, tout à l'heure, tu disais que t'étais comme ton père et que tu parlais pas de tes sentiments. Alors que j'ai l'impression, là, quand on discute, ou même quand je te vois sur scène, que t'es quand même un garçon qui s'expose. Ouais, j'essaie de pas mentir, en fait. J'essaie de pas mentir. Mais souvent aussi, je me tais. Ça évite de pas mentir et ça évite de dire des choses que soit on n'est pas à l'aise à dire, soit on n'a pas envie de dire, soit on n'a aucun intérêt de dire. Pas mentir, par exemple, pas mentir aux filles? Ouais, j'essaie de pas mentir aux filles, non. Parce que t'as menti ou parce que c'est un principe parce que en fait, c'est plus simple. C'est beaucoup plus simple. C'est même un peu égoïste, hein. C'est pour moi que je mens pas. C'est pour moi, c'est parce qu'après on pourra pas m'en vouloir. C'est mentir sur quoi, par exemple? Sur ce que j'attends d'une relation, sur pourquoi j'ai pas répondu à ce message, sur pourquoi j'ai pas envie d'aller là, sur pourquoi j'ai pas le temps, sur pourquoi j'ai pas envie. Je pense que c'est plus respectueux de dire la vérité, même si elle est un peu crue, quoi. Je pense que respecter les gens, c'est pas forcément les protéger toujours, quoi. Mais du coup, la vérité, elle est toujours, dans le cadre des relations hommes-femmes ou de tes relations avec les filles, la vérité, elle est toujours méchante, crue? Non. Mais bon, c'est celle que je rencontre le plus souvent. Pas forcément crue, mais... Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'elle fait pas forcément... J'ai l'impression que du coup, ta vérité fait pas forcément plaisir aux filles que tu rencontres. Moi, j'aimerais le contraire, hein. J'adorerais avoir une vérité à dire qui est je t'aime, t'es extraordinaire, viens, on s'en va. C'est des réalités que j'aimerais probablement dire. Et les gens qui vivent ce genre de réalité ont l'air plutôt heureux. Mais je vais pas l'inventer, la réalité. Je vais pas dire je t'aime à cette fille-là si je sais profondément que c'est pas vrai. Je vais pas lui faire croire que j'attends son texto le matin alors que c'est pas vrai. Pourtant, j'ai l'impression que c'est un sujet qui t'intéresse. Quand je regarde sur ton Instagram, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de posts qui sont soit sur les couilles, soit sur les filles. Et je me dis, il y a quand même quelque chose là-dessous. Enfin... Bah oui, forcément. Bon, après, il y a aussi parce que c'est quelque chose d'assez universel et d'associer aux réseaux sociaux la séduction et le rapport homme-femme. Donc,
dans le délire réseaux sociaux, j'aime bien qu'il y ait ce rapport un peu de séduction. Et puis je trouve que c'est une bonne manière de faire des blagues aussi, j'aime bien. Surtout pour les réseaux sociaux, c'est simple, tout le monde comprend très vite ce que je veux dire. C'est un peu marrant. Ça me va bien. Mais après, ça n'a pas une place centrale dans ma vie, loin de là. Mais t'es pas un séducteur dans la vraie vie? Je sais pas. Je pense que un peu, mais par la scène, tu vois. Rien que le fait de faire rire, on a l'impression ouais. que c'est déjà une carte de Complètement, séduction. complètement. Il y a une volonté d'exister dans les yeux des autres, ça c'est sûr. Ça c'est certain. Sinon, je serais pas en train de monter sur scène et puis essayer de les faire rigoler, quoi. Et qu'est-ce qui te séduit à l'inverse chez une femme, une fille? Je pense que c'est quand j'ai la profonde certitude que jamais je lui plairai. C'est plutôt un challenge, du coup. Ouais, mais c'est ça qui est étonnant. Mais je réfléchis beaucoup en ce moment, hein, parce que je pense que l'ego prend beaucoup de place dans ma manière de percevoir la séduction. Peut-être que je me venge d'une adolescence que j'ai trouvée pas assez remplie à ce niveau-là. Je sais pas du tout. Faudrait que je psychanalyse peut-être un peu plus, mais il y a ce truc de challenge. Et à chaque fois que ça m'arrive, je me dis, mais t'es un imbécile parce que ça n'a aucun intérêt. Tu fais de cette demoiselle un fantasme auquel tu vas courir après parce que ça te met en valeur et c'est bon pour ton ego. C'est facile de se victimiser si tu n'y arrives pas parce que dans ta tête, la quête était perdue. Et si tu y arrives, ça va perdre tout intérêt parce que tu l'as fait juste pour te prouver quelque chose. Donc je suis dans une grande réflexion là-dessus. C'est un tiraillement entre je veux pas faire de mal et je veux pas mentir et en même temps la démarche elle est un peu une démarche de chasse et du coup qui est pas valorise. Enfin... Et donc c'est pour ça que je mens pas. Conscient que l'ego prend beaucoup de place dans mon rapport avec les femmes, je mens pas. Et j'essaie d'être le plus honnête avec moi-même aussi. J'essaie de me regarder dans le miroir et dire vraiment est-ce que vraiment tu t'es intéressé ou tu fais ça parce que au fond de toi, il y a un adolescent meurtri qui veut collectionner des trophées. Ça va être compliqué. Bon, après, chacun le vit différemment. Je pense que c'est pas plus compliqué pour moi que pour quelqu'un d'autre. Ça t'est jamais arrivé d'avoir envie de te blottir? Alors, c'est une question un peu pression sociale, mais ça se veut pas comme ça. Tu t'imagines comment plus tard? Plutôt dans une famille comme celle que tu as eue ou célibataire, enchaîner les conquêtes ou... Je sais pas. Il y a une voyante qui m'a dit... Ah, t'es allé voir une voyante? Ouais, j'ai rencontré beaucoup de médiums dans ma vie, volontairement ou involontairement. Il y a une fois, il y a une dame qui m'a dit si t'arrêtes pas quelque chose... Il m'a dit t'es destiné à rencontrer la femme de ta vie et ton âme sœur dans cette vie-là. Mais si t'arrêtes pas quelque chose, tu passeras ta vie à te marier, divorcer, te marier, divorcer, te marier, divorcer. Et à ce moment-là, j'ai eu la profonde certitude que ce que j'allais faire dans ma vie, c'était me marier, divorcer, me marier, divorcer, me marier. Mais pour se marier, il faut croire en quelque chose quand même. Ouais, peut-être. Faut espérer un peu l'amour toujours au fond de soi. Ouais, ou alors... Ouais, peut-être. Ou alors, à un moment donné, tu le fais pour... je sais pas, pour d'autres raisons aussi. Hein. Pour faire la teuf. Tu le fais pour réunir les gens autour de toi, tu le fais parce que ça fait plaisir, tu le fais parce qu'on attend de toi que tu le fasses, tu le fais parce que tu es persuadé à ce moment-là que c'est la vérité, tu le fais pour plein de raisons. Peut-être que oui, hein, peut-être que, comme tu dis, je vais être persuadé que c'est ça, et au final je vais me marier, et puis dès que je vais me marier, je vais me dire, bon, en fait, non. Hein. C'est un truc qui me terrorise, ça. Mais en même temps, ça me fait rigoler, mais c'est l'idée, imagine, c'est un gars, il est en train de se marier, tu vois, et il dit oui, et là il se tourne, et là il voit genre la cuisine de sa femme, et il a un coup de foudre. Et il vient de dire oui, comme ça, il est comme, ah putain. À la rigueur, vaut mieux être à la place de ce gars-là que de la femme qu'il a en face. Ouais, bon, ça, après, je sais pas. Je sais pas si lui, il a eu le coup de foudre sur quelqu'un d'autre. C'est probablement qu'elle aussi, elle a d'autres coups de foudre qui l'attendent. Et que ce gars-là, c'était pas l'idéal pour elle. Et est-ce que autour de toi, t'as des gens qui vivent un amour qui peut te donner envie, des mecs respectueux où tu te dis, ah ouais, ça, j'aimerais être comme ça, ou t'as l'impression, t'es un peu désabusé? Ouais, je suis complètement désabusé. En fait, j'ai une haine profonde de la mièvrerie. Je sais pas si c'est ça. La mièvrerie? Ouais. Que tu lis forcément à l'amour. Mièvre. J'aime pas ça du tout. Le truc un peu mignon, doux. J'aime pas ça du tout. Un truc un peu. Là, la blague qu'on a en ce moment avec la mine qui est derrière Wanadja, c'est que, tu sais, sur Instagram, il y a beaucoup de photos ultra cheesy. C'est où genre, I said yes. Puis genre, elle a écrit ça sur la main. Ou genre, tu vois, ils écrivent des grands trucs sur la plage et ils courent main dans la main. Et on s'envoie ces photos-là et on se dit, ouais, toi, tu vas faire ça avec ta meuf et tout. C'est le mauvais sort que tu lui Ouais, voilà. Toi, ta meuf, elle va te demander de faire des shootings où vous êtes main dans la main.
Voilà, toi, ta meuf, elle va te dire, mais pourquoi tu parles pas de moi sur les réseaux sociaux? On se parle un peu de ça. Après, je sais pas où ça naît. Peut-être que c'est quelqu'un en moi qui en a profondément envie aussi, mais en fait, je pense pas, non. En fait, non, j'ai pas vraiment de relations autour de moi qui me font rêver. Mais je pense qu'il y a derrière tout ça un profond romantisme. Je te jure que derrière tout ça, il y a un vrai respect de l'amour. Pour moi, j'ai l'impression que c'est faux, quoi. Après, je le vis pas. Je dis pas que ce qu'ils vivent, c'est faux. Mais je sais que moi, si je le faisais, ce serait trop faux, quoi. Je trouve ça un peu risible. Ça me fait un peu rire. Sans remettre en question le bonheur des gens. Je vous souhaite tout le bonheur du monde. Si votre bonheur, il est là, mais allez-y, faites-vous plaisir. Moi, je sais que c'est pas comme ça que je l'exprime. Je me souviens, une fille, quand j'étais adolescent, la première fois, je pense que c'est la première fois que j'ai entendu je t'aime dans ma vie. Elle m'a dit je t'aime au téléphone. Et j'ai fait celui qui avait pas entendu. Et j'ai dit quoi? Excuse-moi, j'ai pas entendu. Elle a dit non, rien. Je fais ok. Et j'étais très heureux de m'en être sorti comme ça. Très probablement parce que je sais pas, soit je l'aimais pas, soit j'étais pas à l'aise avec le fait que je l'aimais, soit j'en sais rien, tu vois. Mais j'ai toujours été un peu mal à l'aise avec tout ça. Je sais pas pourquoi. Peut-être qu'un jour il y a une fille qui changera tout ça et tu vas me voir dans 3 ans. Je serai avec des grands tatouages sur moi avec écrit Forever and ever. En fait, c'est ça, je pense, mon profond problème, c'est ça. Ça me dérange pas du tout de monter sur scène et me montrer vulnérable devant des gens parce que c'est une vulnérabilité que j'ai l'impression de contrôler. Ces gens-là sont pas dans la mesure de me blesser. Mais je suis très mal à l'aise avec le fait de donner à quelqu'un les clés pour me blesser. J'ai énormément de difficultés avec ça. J'ai beaucoup de mal à m'ouvrir d'une manière où la personne, à n'importe quel moment, elle pourrait me... J'ai l'impression que c'est probablement ce qui empoisonne la majorité de mes relations, mais je suis pas capable de sentir qu'on peut me toucher. Parce que t'es extrêmement sensible, tu penses? Probablement, ouais. Enfin, c'est sûr. Quand j'étais enfant, laisse tomber. Tu me parlais mal, je pleurais. Jusqu'à très tard, j'ai beaucoup pleuré quand j'étais enfant. Très facilement. Je me souviens à l'école, jusqu'à vraiment tard, si le prof me disait un truc, je pleurais. C'était plus fort que moi. Très, très, très facilement touché. Très, très facile. Je pleurais énormément. Et probablement qu'autour de ça, j'ai construit un truc où j'ai rendu plus difficile d'accès cette partie de moi. Et aujourd'hui, tu pleures souvent? Non. Plus du tout? Non. Ça m'est pas arrivé depuis longtemps. T'es un bonhomme, quoi. Non, mais ça me dérange pas de pleurer, par contre. Je suis très à l'aise avec ça. Si ça vient, je vais pleurer. Je suis très à l'aise avec ça. Je pense que aussi la définition de la masculinité évolue dans ce sens-là. Où je pense qu'il y a... Être un bonhomme, on revient un peu au truc qu'on disait au début, c'est assumer. Et donc, je pense qu'avoir des émotions, et les assumer, ça fait aussi partie de la responsabilité du bonhomme. Mais pas les feinter, pas les jouer, pas les exagérer, c'est aussi sa responsabilité. Tu vois? Je pense qu'un homme un homme fort qui pleure, ça a du sens. Ça veut dire que c'est vraiment quelque chose qui le touchait. On pleure pas dans le vide. Ça devient précieux, pleurer. Mais j'ai aucun malaise avec ça. Moi, voir un homme pleurer, un de mes amis, quelqu'un que je connais pas, quelqu'un qui s'est prétendu comme fort et dur toute sa vie, jamais je vais le trouver plus faible parce qu'il pleure. Pas du tout. C'est beau. Et c'est pour finir, toi qui dévoiles pas beaucoup tes sentiments, est-ce que tu peux nous dire quelque chose que personne ne sait ici? Une honte ou un truc qui dévoile ta fragilité, quoi, à la base de ta fragilité? Qui dévoile ma fragilité. Il y a un moment donné dans ma vie, je pense, qui a été essentiel dans tout le personnage que je suis aujourd'hui. C'est une fille pour laquelle j'ai couru après cette fille longtemps. Et finalement, je l'ai eue. Et finalement, enfin, je l'ai eue. C'est pas ça le terme, parce qu'elle m'appartenait pas, mais dans le sens où finalement, j'ai réussi à l'intéresser. Et là, il y a un autre mec qui est rentré dans la danse, qui était vraiment très, très beau. Il était très, très beau. Et il a commencé à parler avec cette fille. Et moi, lucide. L'aime est lucide. J'ai vu, je voyais très bien qu'elle allait aller vers lui. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dit à cette fille, le cœur brisé, mais encore rempli d'ego, je lui ai dit, écoute, moi, ça fonctionne pas. Je sais que lui, ça va. Tu vois, je sais que tu es intéressé par lui, je le sens, ça se voit. Je suis pas aveugle. Donc, si j'ai de l'affection pour toi, le meilleur service que je peux te rendre, c'est te faciliter la tâche. Et malgré le fait que j'ai couru après toi pendant longtemps,
bah autant qu'on s'arrête et comme ça, tu pourras faire ce que tu veux. Et je dis ça, le cœur brisé, mais le sentiment que c'est la meilleure chose que je dois faire, l'espèce de conviction que aimer quelqu'un, c'est vouloir son bonheur, même si t'en fais pas partie, tu vois. Mais c'est ça qui est un peu triste, c'est que t'aies pas eu la confiance en toi de te dire que toi, tu peux être cette personne qui rend heureux l'autre. Bon, t'es ado, donc... Après, la suite des événements ont créé le démon d'aujourd'hui, tu vois. Au final, j'ai fait ça, mais... Et donc, elle est partie, et là, j'ai passé 3 semaines à écouter des musiques monstrueuses et à me vider de mes larmes, comme si j'avais l'impression que mon monde s'écroulait. T'avais quel âge ? J'avais peut-être 16 ans. Donc ça doit être du Radiohead et... Ouais, j'écoutais des trucs, un mec qui s'appelait Ryan Adams. Pas Bryan Adams, le Canadien, mais Ryan Adams, qui fait des chansons torturantes. Et Jeff Buckley à mort. La BO de Newport Beach et de ce genre Newport Beach à mort, exactement ça. Et au final, ça a créé le démon. Je me suis dit pas, je vais me venger, mais je me suis dit plus jamais j'ouvrirai les clés. Plus jamais j'ouvrirai pour qu'on puisse me faire ça. Et au final, la fille est revenue peut-être un mois plus tard en me disant bah ouais, il est beau, mais bon, on se fait chier quoi. Il est beau, mais quand on parle, c'est pas pareil. Donc là, ça m'a mis en phase avec mes qualités. Et je me suis dit d'accord, il se passe un truc. Mais malheureusement, j'étais plus le même, tu vois. Si vous avez aimé et que vous écoutez Bonhomme sur une appli de podcast, n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles et à commenter. Si vous écoutez sur Audible ou Spotify, c'est super, partagez. Si vous écoutez sur YouTube, vous pouvez liker, partager et commenter. On prendra le temps de vous répondre. C'était Victoire de la Maisonneuve et on se retrouve dans 2 semaines pour un prochain épisode de Bonhomme. À bientôt.